Le 15 octobre 1889, dans les rues brumeuses de Whitechapel, à Londres, un événement se produisit qui allait remettre en question notre compréhension des frontières entre la vie et la mort. William Harrogate, l'un des architectes et dessinateurs les plus respectés du Londres victorien, succomba à la tuberculose à l'âge de 34 ans, laissant derrière lui sa femme Margaret et leur fils de 7 ans, Thomas. Les funérailles au cimetière de Kensal Green se déroulèrent avec la solennité victorienne typique jusqu'à ce que des témoins remarquent quelque chose d'étrange. Alors que les personnes en deuil pleuraient, le jeune Thomas se tenait parfaitement immobile au bord de la tombe, sa petite main se déplaçant dans les airs comme s'il traçait des lignes invisibles. Lorsque Margaret tenta de l'emmener, le garçon prononça des mots qui se révéleraient prophétiques. « Papa a promis qu'il continuerait à m'apprendre à dessiner. Il a dit que la mort n'arrêterait pas nos leçons. » Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. 3 semaines après l'enterrement de William Harrogate, dans la nuit du 8 novembre 1889, Margaret Harrogate fut réveillée par un bruit de pas au-dessus de sa chambre. Les lampes à gaz du couloir avaient été éteintes des heures plus tôt. Pourtant, un mince filet de lumière émanait de sous la porte du bureau de son défunt mari au 3e étage. Ce qu'elle découvrit en montant ces escaliers marquerait le début d'événements qui défient encore toute explication rationnelle. Là, penché sur l'imposante table à dessin en chêne de William, se trouvait Thomas, âgé de 7 ans, sa petite silhouette éclipsée par la chaise en cuir à haut dossier qui avait été la préférée de son père. Mais ce n'était pas la vue de son fils accablé de chagrin, cherchant du réconfort parmi les affaires de son père, qui fit suffoquer Margaret et la força à s'appuyer contre le cadre de la porte. C'était le dessin étalé devant lui. Le papier montrait une élévation architecturale élaborée d'une église de style néo-gothique, avec des arcs-boutants, des fenêtres en ogive et des entrelacs de pierre complexes. Chaque ligne était exécutée avec une précision mathématique, chaque ombre parfaitement hachurée, chaque proportion exactement à l'échelle. Le niveau de compétence technique était extraordinaire, mais ce qui fit trembler les mains de Margaret en soulevant le dessin à la lumière de la lampe était quelque chose de bien plus troublant. Elle connaissait intimement ce style. La façon caractéristique dont l'encre s'accumulait au coin des lignes qui se croisaient, la fioriture distinctive dans les annotations architecturales, l'habitude particulière d'ajouter un minuscule corbeau perché quelque part dans chaque dessin, c'étaient les signatures de William, aussi uniques que son écriture. Ce n'était pas simplement un dessin habile, c'était une reproduction parfaite de la technique de son défunt mari, impossible à imiter pour quiconque, et encore moins pour un enfant de 7 ans qui venait à peine d'apprendre les formes de base. Lorsque Margaret demanda à Thomas comment il avait créé un tel dessin, la réponse du garçon la glaça jusqu'à la moelle. Il leva les yeux, qui semblaient plus vieux que son âge, et dit d'un ton neutre « Papa m'a montré. Il est venu après que tu te sois endormi. Il a tenu ma main et l'a guidée sur le papier, comme il le faisait quand il m'apprenait les lettres. » Margaret voulut rejeter cela comme le fantasme d'un enfant en deuil, copiant peut-être quelque chose que son père avait déjà dessiné, bien qu'elle sût que William ne gardait aucun plan d'église dans son bureau. Elle fouilla chaque portfolio, examina chaque croquis dans ses dossiers, mais ne trouva rien qui ressemblât à cette église gothique. Le dessin était entièrement original. Elle se dit que Thomas avait dû observer son père de plus près qu'elle ne l'avait réalisé, que le chagrin pouvait inspirer des capacités inhabituelles chez les enfants. Pourtant,
En rangeant le dessin dans le portfolio de William et en ramenant son fils au lit, elle ne put expliquer l'odeur qui persistait dans le bureau, le tabac si particulier de son mari, la marque même qu'elle avait jetée le lendemain de ses funérailles. Elle ne put non plus expliquer pourquoi les outils de dessin, qu'elle avait soigneusement nettoyés et rangés 3 semaines auparavant, étaient disposés exactement comme William les avait toujours placés au début d'un nouveau projet, ni pourquoi l'encrier, qu'elle savait vide, était maintenant rempli de l'encre de Chine spéciale que William importait de Hambourg. Ce qui se passa au cours des semaines suivantes transforma l'inquiétude privée d'une mère en un phénomène qui attira l'attention des institutions médicales et architecturales de Londres. Entre le 9 novembre et le 15 décembre 1889, Thomas Harrogate produisit 17 dessins d'architecture d'une complexité croissante, chacun se manifestant dans des circonstances similaires, toujours la nuit, toujours dans le bureau de son père, l'enfant affirmant toujours la présence de William. Margaret, une femme instruite qui avait aidé son mari dans sa correspondance architecturale, commença à documenter chaque incident dans un journal relié en cuir qu'elle acheta chez Harrods spécifiquement à cet effet. Ces écrits, conservés aujourd'hui dans les archives paranormales du British Museum, fournissent des détails méticuleux sur la création de chaque dessin. Le deuxième dessin représentait une gare avec une construction révolutionnaire en fer et en verre. Le troisième montrait un hôpital avec des systèmes de ventilation en avance de plusieurs décennies sur leur temps. Le quatrième présentait un projet de pont utilisant des principes d'ingénierie encore non publiés dans les revues d'architecture. Mais ce fut le cinquième dessin qui anéantit toute possibilité d'explication rationnelle. Le 28 novembre, Thomas produisit les plans détaillés d'une extension du British Museum qui correspondaient, ligne pour ligne, à des plans confidentiels qui avaient été soumis à la Commission royale seulement 3 jours plus tôt, des plans qui existaient en exactement 2 exemplaires, tous deux enfermés dans les coffres de la Commission. Lorsque Margaret, de plus en plus alarmée, apporta ce dessin à l'architecte en chef du musée, Sir Alfred Waterhouse, celui-ci pâlit et exigea de savoir comment elle avait obtenu des documents classifiés. L'impossibilité pour un garçon de 7 ans d'accéder, de comprendre et de reproduire parfaitement ses plans conduisit à l'implication du docteur Edmund Carlyle, un éminent médecin de Harley Street qui avait beaucoup écrit sur les phénomènes psychologiques de l'enfance. L'examen de Thomas par le docteur Carlyle, mené le 10 décembre 1889, révéla que le garçon était en parfaite santé physique, mais nota plusieurs anomalies troublantes. Pendant les épisodes de dessin, le pouls de Thomas ralentissait jusqu'à 30 battements par minute, un niveau dangereusement bas pour un enfant, tandis que les mouvements de sa main atteignaient une vitesse et une précision que le docteur Carlyle décrivit comme mécaniquement impossible pour une musculature adulte développée, et encore moins pour celle d'un enfant de 7 ans. Plus troublants encore étaient les changements linguistiques. En dessinant, Thomas murmurait des spécifications techniques en latin architectural et en français, des langues qu'il n'avait jamais étudiées. Il utilisait correctement des termes comme pendentif, trompe et voussoir, un vocabulaire que les apprentis architectes mettaient des années à maîtriser. L'entrée du journal de Margaret, datée du 12 décembre, capture sa terreur grandissante. Il parle de calcul de portance et de répartition des contraintes. Il discute des propriétés de la pierre de Portland par rapport au calcaire du Yorkshire. Ce matin, je l'ai trouvé en train d'écrire une lettre à une carrière du Dorset, s'enquérant des prix des matériaux nécessaires pour un bâtiment qui, dit-il, sera construit en 1893. L'écriture était celle de William. Le docteur Carlyle, d'abord sceptique, assista à la création d'un dessin par Thomas le 14 décembre. Ses notes médicales décrivent avoir vu les yeux du garçon se révulser jusqu'à ce que seul le blanc soit visible, sa respiration devenant presque imperceptible, tandis que sa main se déplaçait sur le papier avec une précision chirurgicale.
Le dessin qui en résulta montrait un bâtiment que le docteur Carlyle reconnut avec stupeur. C'était une représentation exacte d'une nouvelle aile de l'hôpital Guy, dont les plans n'avaient été approuvés que ce matin-là lors d'une réunion à huis clos à laquelle il avait lui-même assisté. Les événements du 21 décembre 1889 transformèrent le cas de Thomas Harrogate de curiosité familiale en l'un des incidents paranormaux les mieux documentés de l'ère victorienne. Margaret, désespérée de trouver une aide spirituelle, avait invité le révérend Jonathan Mills de l'église St. George, Hanover Square, à assister aux activités nocturnes de son fils. Le révérend, abordant initialement l'affaire comme une situation nécessitant un réconfort pastoral pour une famille en deuil, amena 3 anciens de l'Église, M. James Worthington, un banquier, M. Charles Pemberton, un avocat, et le Dr. Henry Ashford, un théologien du King's College. Ce que ces hommes virent cette nuit-là les hanterait pour le restant de leur jour. À exactement 11h47 du soir, Thomas se leva de son lit dans ce que le révérend Mills décrivit comme un état ressemblant au somnambulisme, mais avec une intention déterminée. Le garçon passa devant les témoins assemblés sans reconnaître leur présence, ses mouvements mécaniques, ses yeux sans expression. La température dans le bureau de William, mesurée par le thermomètre de poche du docteur Ashford à un confortable 62 degrés Fahrenheit, chuta à 41 degrés au moment où Thomas franchit le seuil. Du givre commença à se former sur les vitres malgré le charbon qui brûlait dans la cheminée. La déclaration sous serment de M. Worthington, déposée auprès de la Société de recherche psychique, décrit ce qui se passa ensuite. L'enfant s'assit à la table à dessein et prit la plume de la main droite, bien que Mme Harrogate ait confirmé qu'il était naturellement gaucher, tout comme l'était son défunt mari. Sa main se mit à bouger à une telle vitesse qu'elle semblait floue. Le grattement de la plume sur le papier ne se faisait pas de la manière intermittente habituelle du dessin, mais comme un son continu, tel le bourdonnement d'un frelon en colère. Mais ce qui terrifia vraiment les témoins, c'est quand Thomas se mit à parler. La voix qui sortit de la gorge de l'enfant de 7 ans n'était pas son propre ton aigu et enfantin, mais le baryton profond et cultivé d'un homme adulte. M. Pemberton, qui avait connu William Harrogate professionnellement, devint blanc et s'agrippa au dossier d'une chaise pour se soutenir. C'était la voix de William, témoignerait-il plus tard, exact en tout point, son léger accent du Yorkshire, son habitude de s'éclaircir la gorge avant les explications techniques, et même sa tendance à taper du doigt en calculant. Le garçon, ou ce qui parlait à travers lui, commença à dicter des spécifications tandis que sa main volait sur le papier. Le parapet crénelé nécessite des encorbellements à des intervalles de 18 pouces. La répartition de la charge à travers le poinçon central nécessite des contrefiches supplémentaires aux points B et D. La charpente à ferme en marteau doit supporter 37 tonnes d'ardoise. En tenant compte de la charge de neige selon les spécifications du Building Act de 1878. Le docteur Ashford nota que pendant cette récitation, leur souffle devenait visible dans l'air glacial et les lampes à gaz vacillaient malgré l'absence de courant d'air dans la pièce scellée. Le plus troublant de tout fut lorsque la tête de Thomas se tourna vers les témoins, ses yeux toujours révulsés, ne montrant que le blanc, et que la voix de William dit clairement « Messieurs, vous devez pardonner ma concentration. Les morts ont si peu de temps pour travailler, et cette structure particulière sera nécessaire plus tôt que prévu. Le choléra reviendra à Bermondsey à l'été de 1891, et ils auront besoin de cette aile d'hôpital. » Le dessin fut achevé en 17 minutes. Au moment où la main de Thomas cessa de bouger, la température redevint normale, et le garçon s'effondra sur le bureau. La véritable ampleur de ce qui se passait dans la maison des Harrogate ne devint évidente que lorsque les architectes commencèrent à analyser les dessins de Thomas
en les comparant aux développements prévus à Londres. Le 3 janvier 1890, Sir John Wolfe-Barry, ingénieur en chef de la construction du Tower Bridge, reçut une convocation urgente pour examiner un dessin particulier que Thomas avait produit le 27 décembre. Ce que Sir John découvrit défiait toute explication logique. Le dessin montrait le Tower Bridge, encore en construction, et dont l'achèvement n'était prévu qu'en 1894, mais avec des modifications qui n'avaient été discutées qu'en principe au sein du comité d'ingénierie. Plus incroyable encore, il représentait des renforts structurels à des points spécifiques où, à l'insu de quiconque en dehors du chantier, des fissures de contrainte avaient commencé à apparaître quelques jours auparavant. Le dessin incluait une annotation de l'écriture distinctive de William Harrogate. Acier supplémentaire requis au point marqué X. La fatigue du métal se manifestera d'ici mars 1894 sans intervention. Encore plus troublant était le dessin de Thomas, datant du 18 décembre, qui montrait la gare Victoria avec une extension et entièrement redessinée. La compagnie ferroviaire London, Brighton and South Coast Railway avait en effet prévu des modifications à la gare Victoria, mais les plans dessinés par Thomas allaient bien au-delà de tout ce qui figurait dans leurs propositions. Son projet incluait des quais qui ne seraient pas conçus avant 1891, utilisant une conception de toiture en papillon révolutionnaire qu'aucun architecte n'avait encore proposée. Lorsque les ingénieurs ferroviaires examinèrent le dessin, ils y trouvèrent des solutions à des problèmes de drainage dont ils n'avaient pas encore conscience. Le garçon avait annoté le dessin avec des projections du nombre de passagers pour 1895 qui semblaient incroyablement élevées, jusqu'à ce qu'elles se révèlent exactement exactes 5 ans plus tard. Le docteur Edmund Carlyle, de plus en plus convaincu d'être témoin de quelque chose dépassant l'explication médicale, entama une correspondance avec la Société de recherche psychique le 8 janvier 1890. Sa lettre à Frederick Myers, conservée dans les archives de la Société, dit « J'ai examiné toutes les explications possibles, cryptomnésie, absorption inconsciente de conversations entendues, et même complot frauduleux. Aucune ne peut rendre compte de ce dont j'ai été témoin. Le garçon produit des connaissances architecturales qui n'existent pas encore. Il dessine des bâtiments qui ne seront pas conçus avant des années. Soit nous sommes témoins de la supercherie la plus élaborée de l'histoire, soit nous devons accepter que William Harrogate a trouvé un moyen de tendre la main par-delà le voile de la mort. » L'attention de la communauté architecturale s'intensifia lorsque Thomas produisit le 15 janvier un dessin montrant les plans détaillés d'une station de métro. Le dessin était intitulé « Chemin de fer, Waterloo and City », ouvert en juillet 1898. Aucun chemin de fer de ce type n'était prévu. La construction de la ligne Waterloo and City ne serait proposée qu'en 1893. Pourtant, le dessin de Thomas montrait le tracé exact, l'emplacement précis des stations, et même l'utilisation révolutionnaire de la traction électrique qui ne serait décidée que 4 ans plus tard. Sir Benjamin Baker, président de l'Institution des ingénieurs civils, se rendit personnellement à la résidence des Harrogate le 20 janvier. Il regarda Thomas créer un dessin d'une technique de construction à ossature d'acier qui ne serait brevetée qu'en 1892. Baker quitta la maison visiblement secoué, écrivant plus tard dans son journal personnel. Le garçon a dessiné des solutions à des problèmes d'ingénierie avec lesquels je me bats depuis des mois. Il a inclus des dispositifs de sécurité que nous n'avions pas encore envisagés. Si ce sont vraiment des communications d'outre-tombe, alors William Harrogate est devenu l'architecte le plus important de Londres, bien qu'il soit décédé depuis 3 mois. Le 25 janvier 1890, la Société de recherche psychique
lança l'enquête la plus rigoureuse sur les phénomènes paranormaux jamais menée en Angleterre victorienne. Frederick Myers et Edmund Gurney, les membres fondateurs de la société qui avaient passé des années à démasquer les médiums frauduleux et à réfuter les prétendus événements surnaturels, arrivèrent à la résidence des Harrogate avec une équipe d'observateurs et l'équipement d'enregistrement le plus avancé disponible. Ce qu'ils découvrirent au cours des 4 jours suivants allait fondamentalement remettre en question leur scepticisme scientifique. Les enquêteurs établirent des contrôles sans précédent pour éliminer toute possibilité de tromperie. Thomas était fouillé à nu avant chaque séance pour s'assurer qu'il ne portait aucun dessin dissimulé. Le papier était spécialement filigrané et gardé sous clé jusqu'au moment de son utilisation. L'encre était une formulation unique créée spécifiquement pour cette enquête, chimiquement distincte de tout produit disponible dans le commerce. 6 observateurs étaient positionnés autour de Thomas à tout moment, 2 surveillant spécifiquement ses mains, 2 les fenêtres et les portes, et 2 documentant chaque détail. Myers lui-même scella la pièce avec des empreintes de cire qui révéleraient toute tentative d'entrée ou de sortie. La nuit du 27 janvier, à précisément 10h15 du soir, Thomas entra dans son état de transe familier dans ces conditions contrôlées. La température chuta de 13 degrés en 12 secondes, mesurée simultanément par 3 thermomètres différents. Edmund Gurney, un sceptique endurci qui avait démasqué des dizaines de médiums frauduleux, écrivit plus tard « La transformation de l'enfant défiait toute explication médicale. Son pouls chuta à 28 battements par minute. Pourtant sa main se déplaçait avec une précision mécanique qui épuiserait un adulte en bonne santé en quelques minutes. » Le plus troublant était le son, non seulement celui de la plume sur le papier, mais aussi un faible chuchotement, comme si quelqu'un donnait des instructions juste au-delà de la portée d'une audition claire. Le dessin que Thomas produisit cette nuit-là montrait un bâtiment octogonal au design inhabituel, avec des annotations architecturales en parfait latin classique. Interrogé par la suite, Thomas ne put lire un seul mot du texte, ni identifier les mots latins de base que Myers lui fit passer. L'inscription, une fois traduite par le professeur Augustus Thornton de Cambridge, disait « Sub fundamentis aedifici sancti Michaelis, ubi corvus in marmor sedet, recognitiones architecti dormientis inveniantur. Anno Domini MDCCCCLX7. » La traduction révéla « Sous les fondations du bâtiment de Saint-Michel, où le corbeau est assis dans le marbre, les reconnaissances de l'architecte, endormi, seront trouvées. Année de notre Seigneur, 1887. » Margaret suffoqua en entendant cela. Saint-Michel était une petite chapelle que William avait restaurée 3 ans avant sa mort. Le détail sur le corbeau était particulièrement significatif. La marque de fabrique de William qu'il sculptait dans la pierre angulaire de chaque bâtiment qu'il concevait. Le lendemain matin, les enquêteurs accompagnèrent Margaret à la chapelle Saint-Michel à Hampstead. Derrière l'autel, ils localisèrent une pierre angulaire en marbre portant le corbeau sculpté de William. Avec la permission du prêtre, ils retirèrent soigneusement plusieurs dalles de sol. En dessous, enveloppée dans une toile cirée, ils découvrirent une boîte en métal contenant 3 médailles d'or de l'Institut royal des architectes britanniques que William avait reçues pour ses créations, des récompenses dont Margaret ignorait l'existence, ainsi qu'une lettre datée de septembre 1887. La lettre, de la main de William, exprimait sa crainte que sa maladie ne l'emporte bientôt, et son désir que ses honneurs soient un jour transmis à son fils. Aucune personne vivante n'avait connaissance de l'existence de cette cachette. En février 1890, la nature des dessins de Thomas subit une transformation si troublante
que plusieurs membres de la Société de recherche psychique se retirèrent de l'enquête. Ce qui avait commencé comme des plans architecturaux prophétiques des futurs bâtiments de Londres devint quelque chose de bien plus sinistre, des structures qui ne pouvaient pas, ne devaient pas, exister dans notre réalité physique. Le changement commença le 3 février, lorsque Thomas produisit le dessin de ce qui semblait être un bâtiment gouvernemental, mais à y regarder de plus près, la conception défiait les lois fondamentales de la physique. Des escaliers montaient à des étages qui occupaient les mêmes coordonnées spatiales que les niveaux inférieurs. Des couloirs se repliaient sur eux-mêmes en boucles sans fin. Les notations mathématiques, lorsqu'elles furent examinées par le professeur James Whitehead de la Société royale de mathématiques, décrivaient des géométries qui nécessitaient des dimensions au-delà des 3 connues de la perception humaine. Ces calculs, écrivit le professeur Whitehead dans son rapport à l'armée, décrivent des relations spatiales qui n'existent que dans les mathématiques théoriques. Aucun humain ne pourrait naviguer dans un tel bâtiment. Le simple fait d'y entrer piégerait quelqu'un dans un espace récursif. Plus terrifiant encore était le dessin de Thomas du 8 février, des plans méticuleusement détaillés de ce qu'il étiqueta le séminaire de la descente perpétuelle. Le bâtiment paraissait normal de l'extérieur, une belle structure géorgienne aux proportions agréables. Mais l'intérieur ne révélait ni porte, ni fenêtre, seulement une spirale sans fin de pièces descendant à l'infini. Dans les marges, de la main de William, était écrit « Il me montre où vont les architectes quand ils meurent. Nous construisons pour toujours dans les espaces intermédiaires. » Le tribut physique sur Thomas devint de plus en plus évident. Le garçon, autrefois sain et robuste, avait perdu 15 livres en 3 semaines. Sa peau prit une pâleur grisâtre que le docteur Carlyle décrivit comme « cadavérique », comme si le sang avait oublié comment transporter la vie. Des cernes sombres entouraient ses yeux, qui avaient développé une tendance troublante à se fixer sur des espaces vides dans les pièces, suivant des mouvements invisibles. Le journal de Margaret du 12 février révèle son désespoir croissant. Il ne mange plus à moins d'y être forcé. Il parle à son père pendant la journée maintenant, tenant des conversations complètes avec l'air. Hier, je l'ai trouvé en train d'apprendre à sa jeune sœur à dessiner, mais sa main guidait la sienne de cette horrible manière mécanique, et elle a commencé à dessiner des plans de bâtiments qu'aucun enfant de 4 ans ne pourrait concevoir. Je l'ai arraché de là, et Thomas, ou William, je ne sais plus, a dit de cette voix grave et terrible. Elle a le don aussi, Margaret. Nos 2 enfants peuvent franchir le fossé. Le 15 février, Thomas produisit son dessin le plus dérangeant à ce jour. Une structure massive, ressemblant à une cathédrale, qui semblait être entièrement construite en os humains, avec des fémurs comme arcs-boutants et des crânes formant des rosaces décoratives. La précision architecturale était parfaite. Les calculs de portance tenaient compte de la densité spécifique de l'os humain. Les compositions de mortier utilisaient de la moelle. La flèche était conçue à partir de vertèbres emboîtées. Frederick Myers, témoin de la création de ce dessin, nota que la température de la pièce chuta si sévèrement que de la glace se forma à l'intérieur des fenêtres, et plusieurs observateurs rapportèrent avoir entendu ce qui ressemblait à des cris lointains. Margaret tenta d'empêcher d'autres épisodes en verrouillant le bureau, en brûlant le matériel de dessin, et même en retenant Thomas dans son lit. Rien ne fonctionna. Il dessinait avec du fusain sur les murs, gravait des motifs dans le givre des fenêtres, arrangeait les meubles en modèles architecturaux. Le garçon disparaissait, consumé par quelque chose qui utilisait son corps comme un conduit pour des visions de plus en plus cauchemardesques d'architecture impossible. Le 13 mars 1890, à 3h33 du matin, Thomas Harrogate,
créa son dernier dessin dans les conditions les plus documentées de l'histoire de la recherche psychique. 12 témoins étaient présents, dont Frederick Myers, Edmund Gurney, le Dr Edmund Carlyle, le révérend Jonathan Mills et 8 membres de diverses sociétés scientifiques. Ce qu'ils observèrent cette nuit-là resterait le récit le plus détaillé de communication post-mortem apparente jamais enregistrée. La session de dessin commença différemment de tous les épisodes précédents. Thomas ne se leva pas de son lit dans son état de transe habituel. Au lieu de cela, il s'assit soudainement, pleinement conscient, et annonça de sa propre voix enfantine. « Papa dit que c'est le dernier. Il dit que je dois venir l'aider à construire correctement. » Le garçon se dirigea alors vers le bureau de son père avec une détermination délibérée, les témoins le suivant dans un silence stupéfait. Au moment où Thomas prit la plume, la transformation fut plus violente que jamais. Son corps se convulsa, son dos s'arqua à un angle impossible, et quand il se redressa, c'était clairement la présence de William qui le contrôlait. Mais cette fois, la voix de William, parlant à travers son fils, semblait tendue, désespérée. Il y a peu de temps, la porte se referme. Il l'appelle de l'autre côté de l'architecture. Ce qui se manifesta sur le papier au cours des 3 heures suivantes fut le dessin le plus élaboré que Thomas ait jamais produit. Une élévation et un plan méticuleusement détaillé de la tombe de la famille Harrogate au cimetière de Kensal Green. Chaque mesure était précise, chaque élément décoratif parfaitement rendu. Mais le dessin montrait quelque chose qui n'existait pas encore. Une petite tombe anonyme à côté de celle de William, ses dimensions étant exactement celles requises pour un cercueil d'enfant. Le plus glaçant de tout, gravé dans la pierre, était une date, le 20 mars 1890, exactement 7 jours plus tard. Les témoins regardèrent avec une fascination horrifiée. Thomas ajoutait des détails impossibles au dessin. Il esquissa des personnes en deuil autour de la tombe, et plusieurs témoins se reconnurent parmi les personnages. Le docteur Carlyle identifia sa propre canne distinctive. Myers se vit tenant le carnet exact qu'il avait acheté le matin même. Dans le coin du dessin, Thomas écrivit une série de chiffres qui ne signifiaient rien pour personne. Le dessin terminé, la main de Thomas se déplaça vers une dernière feuille de papier et écrivit de l'écriture fluide de William. « Ma bien-aimée Margaret, au moment où vous lirez ceci, notre fils m'aura rejoint. Ce n'était pas mon intention, mais le prix exigé. La porte entre les mondes n'aurait jamais dû être ouverte. Je pensais l'amour plus fort que la mort, mais la mort a sa propre architecture, et ceux qui construisent ici doivent suivre ses plans. Les chiffres sur le dessin de la tombe sont les coordonnées de ma dernière lettre. Pardonne-moi. William. » Thomas s'effondra alors, son pouls à peine perceptible, sa respiration superficielle. Lorsqu'il fut ranimé plusieurs heures plus tard, il n'avait aucun souvenir des 4 derniers mois. Il ne pouvait plus dessiner autre chose que de simples gribouillis d'enfant. L'examen du docteur Carlyle révéla des changements neurologiques massifs. Des régions entières du cerveau du garçon montraient des signes de détérioration extrême, comme si elles avaient été brûlées de l'intérieur. Margaret, suivant les coordonnées que l'esprit de son mari avait fournies, elle faisait référence à un coffre-fort spécifique à la Banque d'Angleterre, découvrit une lettre que William avait écrite 3 jours avant sa mort, prédisant avec une précision terrible chaque dessin que Thomas créerait. Se terminant par la prophétie de la mort de son fils, la connaissance de ce qui vient après la mort n'est pas destinée aux vivants. En essayant de tendre la main en arrière, j'empoisonnerai notre fils avec des vérités que sa structure mortelle ne peut contenir. Le 20 mars 1890 se leva gris et calme sur Londres, avec un givre hors saison qui resterait dans les annales météorologiques comme une anomalie inexpliquée. À 7h14 du matin, exactement au moment où les premiers rayons de soleil touchèrent la fenêtre de sa chambre,
Thomas Harrogate rendit son dernier soupir. Il n'avait montré aucun signe de détresse physique, avait déjeuné normalement et était assis dans son lit en train de lire un livre pour enfants sur les trains quand il regarda soudainement vers le coin de la pièce, sourit et dit clairement « Oui, papa, je suis prêt à t'aider à construire maintenant. » Ses yeux se fermèrent et il ne les rouvrit plus. L'autopsie du docteur Edmund Carlyle, menée à la demande de la famille et de la Société de recherche psychique, ne révéla aucune cause médicale de décès. Les organes du garçon étaient sains, ne montrant aucune des détériorations que l'on attendrait de ces mois de déclin physique. Son cœur avait simplement cessé de battre, comme si, selon les mots du docteur Carlyle, la force animatrice avait été doucement retirée plutôt qu'arrachée. Plus déroutants encore furent les résultats de l'examen microscopique du tissu cérébral de Thomas, qui montrèrent des structures cristallines inhabituelles dans les régions associées à la perception spatiale et à la motricité fine, des structures qu'aucun anatomiste n'avait jamais observées dans le tissu neuronal humain, ni avant, ni depuis. Les funérailles, auxquelles assistaient les mêmes témoins que Thomas avait dessinés 7 jours plus tôt, se déroulèrent exactement comme dépeints dans son dernier dessin, jusqu'à la disposition des fleurs et l'apparition inattendue de 3 corbeaux qui se perchèrent sur la tombe de William pendant toute la cérémonie. La dernière entrée du journal de Margaret, datée du 22 mars 1890, fournit le seul récit intime de l'interprétation d'une mère de ces événements inexplicables. Je sais qu'ils diront que je suis folle de chagrin, mais je suis en paix. Thomas ne m'a pas été enlevé, il a été recueilli. William ne pouvait supporter la séparation d'avec son fils, pas plus qu'il ne pouvait supporter la séparation d'avec sa chère architecture. En essayant de continuer son travail terrestre à travers Thomas, il a découvert que les morts ne peuvent construire que dans leur propre royaume, et ils avaient besoin de leur apprenti avec eux. L'influence des dessins de Thomas sur l'architecture de Londres s'est avérée profonde et durable. Sur les 43 bâtiments qu'il avait dessinés et qui n'existaient pas encore en 1890, 39 furent finalement construits entre 1891 et 1920, correspondant à ses conceptions avec des détails extraordinaires. Les ingénieurs et les architectes, en étudiant ces dessins, trouvèrent des solutions à des problèmes qu'ils n'avaient pas encore rencontrés, des innovations qui firent progresser l'architecture britannique de plusieurs décennies. Les 4 dessins restants, ceux des bâtiments impossibles qui défiaient la physique, furent scellés sur ordre de l'Institut royal des architectes britanniques et restent enfermés dans leur coffre-fort à ce jour. Des légendes urbaines persistent selon lesquelles 3 architectes qui étudièrent ces dessins en 1925 furent retrouvés quelques jours plus tard dans des états catatoniques, dessinant des variations infinies d'escaliers impossibles sur les murs de leurs cellules à l'hôpital Bethlehem Royal. La maison des Harrogate à Whitechapel fut démolie lors du Blitz de Londres en 1941, mais les ouvriers du bâtiment rapportèrent que les pierres de fondation étaient disposées selon un motif qui ne correspondait à aucun style architectural connu, et plusieurs affirmèrent entendre le son d'une plume sur du papier, émanant du sous-sol vide où se trouvait autrefois le bureau de William. Les 43 dessins créés par Thomas Harrogate entre novembre 1889 et mars 1890, résidant actuellement dans les archives paranormales restreintes du British Museum, accessibles uniquement aux chercheurs munis d'une autorisation spéciale du conseil d'administration du musée et de l'Institut royal des architectes britanniques. En 1967, le docteur Helena Blackwood de l'Université d'Oxford a mené la première analyse scientifique des dessins en utilisant des techniques photographiques nouvellement développées et un examen microscopique. Ces conclusions, publiées dans le Journal de psychologie anormale,
ont prouvé de manière définitive que le contrôle musculaire requis pour créer ces dessins dépassait les capacités physiologiques d'un enfant de 7 ans d'un facteur de 12. Les traits de plume montraient des variations de pression qui nécessitaient une densité osseuse et une masse musculaire d'adulte, tandis que la vitesse d'exécution, calculée par l'analyse du débit d'encre, suggérait que la main se déplaçait à des vitesses qui provoqueraient de graves crampes, même chez un dessinateur adulte entraîné en quelques minutes. Plus remarquable encore, la modélisation informatique réalisée en 2003 par le Massachusetts Institute of Technology a confirmé que les dessins prophétiques de Thomas prédisaient les développements architecturaux avec une exactitude de 94,3%. Les quelques variations entre ces dessins et les bâtiments réels se sont révélées être des améliorations, des modifications structurelles qui ont empêché 2 effondrements de bâtiments que les modèles d'ingénierie suggèrent se seraient produits si les plans originaux avaient été suivis. Le professeur James Crawford du MIT a déclaré « Soit cet enfant possédait une connaissance de l'ingénierie structurelle qui ne serait formalisée que des décennies plus tard, soit quelque chose avec cette connaissance travaillait à travers lui. Il n'y a pas de troisième option. » En 2018, lors de travaux de rénovation au cimetière de Kensal Green, des ouvriers ont découvert quelque chose qui a ravivé l'intérêt pour l'affaire Harrogate. Un radar à pénétration de sol a révélé une sépulture non marquée exactement à l'endroit indiqué par le dernier dessin de Thomas. Les registres du cimetière ne montraient aucune inhumation à cet endroit. Pourtant, lorsqu'ils ont été soigneusement exhumés sous supervision archéologique, les enquêteurs ont trouvé les restes d'un enfant d'environ 7 ans, enterré en 1890. L'analyse ADN a confirmé une relation familiale avec les restes documentés de William Harrogate. Mais la découverte la plus troublante fut ce qui se trouvait sous le cercueil de l'enfant. Une boîte doublée de plomb contenant 17 dessins supplémentaires, scellés depuis l'enterrement. Ces dessins, créés dans le même style que les autres de Thomas, représentaient des bâtiments qui ont été construits entre 1920 et 2019, y compris le Lloyd's Building, le Millennium Bridge et le plus incroyable, le Shard, avec son sommet pyramidal distinctif, dessiné 122 ans avant son achèvement. Les implications de l'affaire Harrogate vont bien au-delà de la tragédie d'une seule famille. Si la conscience peut survivre à la mort corporelle, si la connaissance peut être transmise à travers cette frontière, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'existence humaine? Le Dr Sarah Mitchell, directrice actuelle de la Société de recherche psychique, note que le cas Harrogate reste unique dans sa combinaison de multiples témoins crédibles, de preuves physiques et de précisions prophétiques. Pourtant, le plus glaçant est peut-être ce qu'elle a révélé en 2019. Le cas Harrogate n'est pas entièrement unique. Nos archives contiennent les dossiers de 17 cas similaires entre 1847 et 1932, tous impliquant des parents décédés communiquant à travers leurs enfants, tous se terminant par la mort de l'enfant dans les 6 mois. Dans chaque cas, la connaissance transmise s'est avérée exacte des décennies plus tard. Nous avons détecté 3 nouveaux cas potentiels depuis 2015, mais des considérations éthiques nous empêchent de publier leurs détails tant que les enfants sont encore en vie.